Bonjour et bienvenue dans La Vie 4.0, l'émission qui questionne la quarantaine. Vous êtes sur Fusion TV. Pour ce premier épisode, nous avons le plaisir de recevoir une artiste, danseuse, chorégraphe, écrivaine, préparatrice mentale et styliste. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre partie qu'elle a accepté de nous dévoiler. Bienvenue Muriel Bédot et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors Muriel, tu es une habituée de la scène, de la télé, des réseaux sociaux et tu es une professionnelle reconnue dans le milieu artistique. Maintenant, si nous sommes toutes les trois ici pour échanger, c'est surtout sur un tout autre domaine, plutôt personnel cette fois. Muriel, tu as 43 ans et tu es mère célibataire. Comment surmonter le poids de la pression sociale quand on est une mère célibataire? Telle est la question à laquelle nous tentons de répondre. Alors pour ce faire, nous allons faire un petit flashback dans la douce décennie des années 80. Pourrais-tu nous planter un peu le décor, celui de ton enfance? Alors une enfance plutôt agréable, on va dire. J'allais dire presque normale. Hein. Écoute, j'ai grandi dans une famille papa-maman qui sont mariés depuis plus de 40 ans maintenant. Des sœurs, j'ai 3 petites sœurs et puis très vite je me suis rendu compte que peut-être que j'étais différente. Donc je suis l'aînée de la fratrie, mais à l'école c'était pas toujours agréable. Donc je rentrais à la maison, c'était on va dire mon lieu de sécurité. Je me sentais en sécurité, mais je considère que j'avais pas toutes les clés en fait pour affronter le monde extérieur. En fait, avec ma différence, avec les différences, puisqu'il y en a plusieurs. Donc, j'étais plutôt une rêveuse qui s'asseyait toujours au fond de la classe, à côté de la fenêtre pour regarder le ciel et les nuages. Et puis, je dessinais beaucoup, en fait, pour rester concentrée. Mais tout me ramenait à... J'avais toujours, c'est-à-dire un mot pouvait m'amener à créer... une espèce d'univers dans ma tête, c'était assez magique. Enfin, ça s'est pas arrêté. Je fais ça toujours. Ça continue toujours. Oui, hein. Et Muriel, en matière de famille, est-ce que tu avais déjà à l'époque une idée, un projet de construction familiale? Et puis, à quel moment, finalement, et même inconsciemment, as-tu commencé à mettre ton projet à exécution? Alors, j'ai toujours voulu avoir une grande famille, donc je pense que c'est inscrit en fait dans ma lignée parce que ma grand-mère avait 12 enfants, ma grand-mère paternelle, et donc je voulais avoir 12 enfants. Okay. Donc très vite, je me suis mis en tête d'avoir mon mari, ma villa, mes enfants. Donc avec quand même un bon travail. Hein, le package, c'est le package hein, qui était vendu à l'époque. C'est celui qui est vendu, hein, on le connaît tous ce fameux package. Donc voilà, se marier et donc très vite, je me rends compte que j'ai vraiment envie que ce projet aboutisse. Donc je rencontre un homme donc vers mes 27 ans, 27-28 ans et très vite je suis enceinte. On rappelle qu'à cette époque, tu viens de finir tes études. Je viens de finir mes études de danse, puisque j'ai fait des études universitaires avant. Ensuite, j'ai fait les études de danse. Et je me rends compte que ce n'est pas forcément parce que j'étais avec cette personne-là qu'il avait un besoin de construction de famille. Okay. Mais c'est après, hein. Tu sais, c'est au fil du temps que tu te rends compte, mais en fait, il n'était pas prêt à être père. Moi, j'étais prête depuis longtemps. Mais 29 ans, je l'ai compris aussi avec les remarques des autres, c'était très jeune. C'était jeune. Je me disais, mais tu as déjà un enfant à cet âge-là? Mais non, mais tu n'as pas encore vécu, tu n'as rien encore fait. Et professionnellement, tu n'es pas forcément déjà dans une situation stable? Exactement, je n'avais pas encore de situation stable. Je commençais tout juste à être professeur de danse. Et puis, s'ensuit toutes sortes de choses, en fait, à ce moment-là. D'accord. Mm-hmm. Et par rapport au regard des autres, donc tu as parlé effectivement aux petites réflexions que tu peux avoir à ce niveau-là, au niveau des gens, comme on dit, quel genre de remarques qu'on pouvait te faire par rapport à ça? Par rapport à ça, donc déjà, tu sais, j'avais une pression au niveau je vivais avec le père donc de ma première. J'avais une pression vis-à-vis on va dire, de la société, de ma famille, parce que je n'étais pas mariée. Ok.
mon projet, c'était vraiment mariage, enfant, avoir le travail, mais pour moi, c'était l'ordre logique. Mais surtout Et donc, excuse-moi, je vais revenir un petit peu en arrière parce que tu étais en Guadeloupe. Oui, j'étais en Guadeloupe. Tu finis tes études en Guadeloupe, tu tombes enceinte. Il y a un retour qui s'effectue chez tes parents en Martinique. Mais ça, c'est après. Ça, c'est après, effectivement. Puisque là, la période dont je parle, c'est la période où je vis avec le père, justement, de ma fille et où j'ai quand même, je vis avec lui, mais j'ai cette pression de me dire que je ne suis pas mariée. D'accord. D'accord? S'ensuit, on va dire, son départ du foyer. Et donc, oui, effectivement, je discute avec ma mère de retour en Martinique. Okay. Là, à la suite de ça, je retourne chez mes parents. Donc là, on est en 2010. Premier retour chez mes parents. Ah, on est dans une phase, on est à 30 ans, le fameux chiffre. Exactement. On est dans les fameux gros chiffres. 30 ans et 30 retour à la case départ, finalement. C'était costaud, les 30 ans. C'était vraiment, c'était une année particulièrement difficile. Donc, avec ce retour, mais avec plein de choses à côté, où tu as des remises en question. Et en fait, ce retour de petite fille chez ses parents. Dans la chambre aussi. Dans la chambre. Dans la chambre, mais je ne suis pas seule, je suis avec ma fille. C'est un échec total. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Quel regard on porte sur soi dans ces conditions? Franchement, d'être inutile, d'être nul. C'est-à-dire là, j'étais à un stade où je revoyais le film dans ma tête, je me répétais des choses, je me disais, mais comment tu as fait pour arriver dans une situation pareille? J'étais vraiment revenue, tu sais, 20 ans en arrière. Tout à fait. Sous la tutelle de mes parents, tu es là, tu n'as pas de travail, tu n'as rien, tu reviens avec un enfant. Mais qu'est-ce que c'est que cette situation? Et puis tu reviens avec un diplôme de danseuse. On ne considère pas que danseuse, c'est un métier non plus. J'imagine qu'en plus, ça vient rajouter encore aux préjugés qui entourent tout cet univers. Non, tu sais, donc je reviens danseuse, donc même si j'ai mon diplôme, je reviens avec tous ces rêves dans la tête. Et je faisais de l'artisanat aussi à l'époque. Et on me fait des remarques sur est-ce que c'est avec ça que je vais réussir dans la vie? Donc là, tu sais, tu as tu vis déjà une période difficile, dramatique. Et en fait, tout vient appuyer sur toi pour te dire que bon, non, là, échec total, échec. Alors, égaye-nous un petit peu le tableau. La suite de l'histoire. Comment on sort de cette situation? Eh bien, écoute, je me suis reconnectée à la danse. Donc déjà, j'étais déjà connectée à la danse. Je faisais beaucoup de prestations en Guadeloupe. Mais quand je suis revenue la première fois en Martinique, c'était pas évident. J'ai essayé de mettre des choses en place. On va pas se mentir, la Martinique n'était pas prête. Okay. Donc, j'intègre une compagnie de danse hip-hop. Et là, on commence à faire des tournées, des projets. Et là, je sens que je revis. Voilà, je revis. Et dans, on va dire, cette résurrection, je rencontre le deuxième père de mes plus jeunes enfants. Et donc là, je commence à reprendre confiance en moi. Je recommence à rêver à cette vie de famille, mais qui, malheureusement, s'effrite aussi. Donc, j'ai d'abord les jumeaux. Donc, j'étais en prestation à l'époque à Paris et je ne savais pas, en fait, que j'étais déjà enceinte des jumeaux. Finalement, on prend la décision de revenir en Martinique, en fait, que je finisse ma grossesse. Donc, on est en 2012. Finir la grossesse en Martinique. Donc, très belle grossesse aussi. J'ai aimé toutes mes grossesses. Hein. Je vous l'avoue, j'aurais pu avoir 12, 20 enfants comme ça, il n'y a pas de problème. Et un an après, donc, arrive ma plus jeune. Et donc, là, ça fait, aide-moi sur le calcul. Delphine, ça fait quoi? 4. 4. Oui, la quatrième arrive. C'est ça. La quatrième arrive et là, l'entourage se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que se dit l'entourage, justement? Pas seulement l'entourage, hein. Tu sais, j'ai des fois des personnes qui me connaissaient de loin ou des connaissances qui se permettaient de me sortir des choses comme est-ce que je connais la contraception? Est-ce que je vais m'arrêter? Donc, tu as été cassos. Les gens te voient comme une cassos. Merci de le préciser. Qui s'enfonce dans la précarité et qui fait des enfants. Elle ne réfléchit pas. Voilà. Ça, je crois que ça a été un terme terrible. Et depuis, quels que soient, tu sais, les débats qu'on apporte, en fait, sur la société, ce terme de cassos
Je ne peux pas. Parce on m'a traité de cassos. On m'a dit que j'étais une cassos. Jusqu'à ce que... donc tout ça, tu sais, ça t'affaiblit dans ton cheminement, dans ce que tu es en train de vivre, qui est déjà terrible, qui est déjà dur, parce qu'il faut se reconstruire dans ça. Et ceux qui sont autour, au lieu de te porter, tu sais, de t'accompagner, eh ben, profite de cette occasion pour enfoncer le clou et pour... c'était très difficile. Donc, avec toutes tout ce que ça amène, hein, les idées noires, les idées de... j'étais des fois en dépression, en profonde dépression. Tu vois, tu pleures, mais tu sens que tu es en train de te vider, tellement c'est difficile. Et ça a duré un petit moment. Est-ce qu'à ce moment, tu es toujours avec le père des 3 derniers? Alors lui, il est parti aussi, donc c'est un schéma qui se répète. C'est ça. Puisqu'à ce moment-là, il décide de partir en fait pour des raisons en fait qu'on en avait discuté. Mais finalement, en fait, c'était pour quitter le foyer. D'accord. Voilà. Donc il n'avait pas dévoilé ses plans. Voilà. En fait. Et donc cette deuxième fois, je me retrouve à gérer en fait cette solitude, cet abandon, parce qu'à l'époque je le vis comme ça. On m'a abandonné et on nous a abandonnés. Et je pense particulièrement à ma plus grande qui en a vécu 2 aussi en même temps que moi. Oui, tout à fait. Tu vois, donc ça c'était des choses. Non seulement il faut gérer ta solitude, ton moment en fait, voilà, tes deuils, tes deuils, partenaires de vie, mais il faut accompagner tes enfants. Tout à fait. Il faut être solide. À un moment donné, il faut devenir. Tu es affaibli, une piètre image de toi-même. Oui. Et à un moment donné, il y a un parcours, il y a une reconstruction à mettre en place pour devenir la protectrice de ta famille. C'est ça. Et tu ne réalises pas tout de suite en fait que tu as un cheminement à faire. Tu vois, parce que tu es tellement en fait enfoui dans des choses que tu ne réalises pas que il faudra mettre en place un deuil, puis un cheminement de reconstruction, qu'il y a des choses autour qui sont positives, tu vois. Tout à fait. Alors Muriel, il y a quand même un schéma, comme tu l'as si bien dit, qui se répète. Quelles leçons, quels sont les apprentissages que tu tires de ce parcours-là que tu as eu, avec effectivement malheureusement ces échecs, pour reprendre le terme que tu as utilisé, par rapport à ces différents partenaires? Alors, non seulement... je vais parler de 2 choses. Il y a le fait que si je n'avais pas connu ça, je ne serais pas en train de faire toutes ces choses. Construire mon rêve, mes objectifs. Parce que très clairement, si j'avais eu mon mari, mes enfants et ma vie là, c'est-à-dire l'objectif final, l'objectif ultime, je ne me serais pas occupée des autres. Ce que tu fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est mon cheminement qui m'a permis je pense, de revenir à ma mission de vie. Parce que ça, ce sont des choses qui étaient déjà là quand j'étais petite. M'occuper des autres, prendre soin des autres. C'était déjà des choses. Donc, tu parles de mission de vie. Ça veut dire que toi, tu sens que c'est ce que tu es en train de vivre, de faire. Oui. Donc, on a la sensation en t'écoutant que finalement, tout ton parcours, la manière dont il a été dessiné, était juste là pour te remettre sur les rails de ta mission de vie. Je pense que tout est fait pour nous servir. Les bonnes comme les mauvaises choses. Oui, ça fait mal, c'est difficile, il faut se relever, mais on apprend des choses. En fait, je veux dire, c'est dans l'erreur que tu apprends le plus. En tout cas, moi, je considère que c'est dans l'erreur que j'ai le plus appris sur moi, sur ma résilience, sur ma capacité de courage, sur ma capacité de remonter la pente, de patience, parce que tu dois avoir de la patience envers toi pour te reconstruire. C'est pas du jour au lendemain que On peut vite abandonner. Et replonger dans peut-être certaines addictions même relationnelles. On peut se dire, je cherche un autre homme pour combler des manques. Pour combler des manques. Et cette capacité à regarder devant aussi, parce que c'est ce que ça m'a appris. À chaque fois, tu sais, tu as tendance à rester sur le passé, à rester sur ce qui n'a pas été. Oui, mais qu'est-ce que je veux pour demain? Qu'est-ce que je mets en place là tout de suite sur mon moment présent pour que demain soit meilleur, que je me réveille dans de meilleures dispositions et que je puisse continuer mon chemin de vie. Donc à chaque fois, finalement, chaque jour, ça m'a permis de construire ces étapes pour arriver à ça. Voilà. Et justement, alors, quand tu arrives à ça, tu deviens cette mère plutôt lionne, parce que quand on préparait l'entretien, tu nous avais dit que ton fils
il avait mis sa cape de Superman ou je ne sais pas, mais en tout cas, il avait dit, maman, je m'occupe de vous. Je te protège, oui. Je te protège. Qu'est-ce la maison. Voilà. Qu'est-ce qu'il t'avait dit exactement? Alors, quand j'ai annoncé aux enfants que leur père ne reviendrait pas, et donc il avait 2 ans et demi, 3 ans à l'époque, et il s'est levé, il m'a dit, maman, je vais vous protéger maintenant, mes sœurs et toi. Maintenant, c'est moi l'homme de la maison. J'ai dit, oh là là, chérie, calme-toi. Là, oui, c'est moi l'adulte, c'est moi qui dois te protéger, tu vas protéger maman après quand elle sera vulnérable, etc. Mais pour l'instant, je n'avais pas envie qu'ils prennent cette responsabilité, en fait, et cette charge. Parce que j'avais déjà cette idée que ça pouvait impacter tout le reste de sa vie et sa vie d'homme, justement. Exactement. Oui. Et tu formes une équipe avec tes enfants. Oui. Tu es cette mère protectrice, il y a des peurs auxquelles tu dois faire face parce que tu dois surpasser certaines peurs par rapport à tes enfants. Donc, on sent quand même que cette équipe, elle est soudée, elle est solide, hein. Mais ta vie de femme, ta vie intime. Qu'en est-il? Qu'est-ce que tu as décidé à ce niveau-là, sachant que tu dois t'occuper de tes enfants, tu as une vie professionnelle bien remplie, et cette vie intime, quelle est-elle? Que devient-elle? Alors, je vais partir d'un point qui a été quand même assez radical à mon niveau. Je vais te dire le moment où je décide de changer de point de vue, de changer d'orientation, dans le sens où, quand tu te retrouves face à tous ces échecs, j'avais 3 solutions. Soit j'en finissais avec la vie, soit je restais dans une forme de dépression, soit je cherchais ce qui pouvait me donner du plaisir et ce qui pouvait me rendre heureuse. Et en fait, j'ai choisi la 3e option. Dans la 3e option, qu'est-ce que je trouve? Je me rends compte que ce qui me procure du bonheur, c'est la paix. Ça veut dire la paix dans les relations avec les autres, la paix dans ce que je fais, que ce soit paisible, serein, la sérénité de me réveiller, d'aller me coucher en me disant, j'ai fait de mon mieux. Ouais, c'était pas mal la journée, tu vois? Oui. Et quand tu arrives à ce stade-là, tu ne peux pas laisser n'importe qui rentrer dans ta vie. Je suis arrivée à une telle qualité, je veux dire, de vie intérieure, avec moi-même, mais aussi avec mes enfants, parce que tout ce que j'ai appris, j'ai transmis à mes enfants. Donc, ce sont devenus des gardiens aussi de cette paix. Donc, faire entrer quelqu'un à l'heure qu'il est, ce n'est pas que dans ma vie, c'est dans la vie aussi de mes enfants. Il faut que ce soit qualitatif. Donc, est-ce que je fais le choix d'expérimenter voilà, parce que je plais à des hommes ou est-ce que je fais le choix de vraiment m'arrêter à ce dont j'ai envie? Et donc, ça fait plusieurs années que j'ai décidé d'attendre. Choisir la qualité. Choisir la qualité. Mais alors excuse-moi, oui. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Muriel, tu as parlé de prendre soin d'être en paix intérieure. Ouais. Comment on accède à cette paix intérieure-là? C'est de l'ancrage. L'ancrage a plusieurs paliers. D'abord, faire le deuil de tout ce qui s'est passé. C'est un premier... un premier palier? C'est un premier palier, mais j'allais dire c'est une première étape. Quand tu dis faire le deuil? Faire le deuil, ça veut dire accepter. Ah, accepter. Ah oui. Accepter. Ça s'est passé, vraiment concrètement, si on y réfléchit, qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que je peux changer dans ça? Je peux rien y changer. Accepter que ça s'est passé. OK. Maintenant que j'ai accepté les choses, qu'est-ce que je fais pour que ça ne se reproduise plus? Tirer les leçons. Tirer les leçons. Relativiser. OK. Donc là, ça s'est passé. Et finalement, quand tu en tires les leçons, tu constates que tu n'as pas écouté ta voix. Okay. Je vais expliquer que dans ces 2 relations, je n'ai pas écouté ma voix. Je savais très bien que j'allais foncer dans le mur. Au départ, tu l'avais senti. Dès le départ. Et tu sais, quand j'accompagne des femmes et que on en discute, des fois des relations amoureuses, on va pas se mentir, dès le départ, on entend cette petite voix qui nous dit
bon, ça va pas fonctionner, mais je vais réussir à le changer. Ah. Qu'est-ce qui fait qu'on y va quand même? Qu'on y aille quand même. Qu'est-ce qui fait alors que cette petite voix nous susurre à l'oreille? C'est l'espérance, tu sais, on nourrit quand même, hein, je veux te dire, les femmes, on a cette forme d'intuition, et heureusement, je veux dire, cette forme nous sommes capables de changer les choses. Donc, on a toujours espoir que les choses vont s'apaiser, que les choses seront meilleures. Donc, on travaille pour ça. Donc, on se dit, on va changer quelqu'un. Mais ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce qu'on peut changer les choses qu'on peut changer quelqu'un. Exactement. Parce que le changement intérieur, c'est une volonté personnelle, intime. Ça veut dire que tu peux venir devant quelqu'un, lui demander de changer. C'est pas sa volonté, son souhait. Si ce n'est pas sa volonté, ça ne changera pas. Et donc, une fois que tu as compris ça, que tu dois respecter et honorer ta voix intérieure, ça veut dire que quand tu as des idées, des intuitions, juste les écouter. Parce que, tu sais, des fois, j'en discute aussi. On a une voix, quand on doit faire un choix, on a la petite voix qui nous dit, oui, mais va à droite. Puis tu as le mental derrière qui te dit, mais non, regarde, si tu vas à droite, on va perdre tu du temps. Tu vois pas le chemin, là, il est un peu bizarre, hein. tu trouves que le choix est bizarre. Mais en fait, ta voix sait pourquoi elle t'emmène. Tout est connecté, tout est interconnecté. Là, les choses ne se font pas par hasard. Vous n'avez jamais eu des rencontres, vous pensez à quelqu'un et puis vous rencontrez la personne? Ah oui. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Ouais. Tu penses à quelqu'un, la personne t'envoie un message, la personne t'appelle. Oui, il y a des connexions invisibles, en fait. Il y a des connexions. Et je disais ça à mes enfants de la même façon. Personne ne met en doute le Wi-Fi. Ah! Je l'ai pensé à l'instant. Tu vois? Je pensais au Wi-Fi. Comme quoi? Je pensais au Wi-Fi et tu as sorti. Personne ne met en doute le Wi-Fi. Oui. C'est-à-dire, c'est une connexion invisible qui est là. Voilà. Tu sais que tout est connecté entre personne. Tu vois pas le film passer, tu télécharges une vidéo. La vidéo, tu la vois pas arriver à ton portable. Et pourquoi on ne croit pas en l'intuition? Pourquoi c'est on ne croit vrai. pas en on croit en la technologie, mais pas en notre pouvoir divin, on va dire. Mais bien sûr. Et c'est un pouvoir divin. Tu as raison de le souligner. Et donc, pour continuer sur ce que tu dis, finalement, j'ai fini par découvrir ce que c'est que la sexualité sacrée, toujours dans ce qui est du domaine du divin et de la conscience. Et donc, à un moment donné, tu peux pas aller n'importe où avec n'importe qui, de n'importe quelle façon. Tu commences à te respecter, tu commences à de plus en plus t'écouter, à t'honorer, honorer ton corps. Oui. Parce que tu réalises en fait l'impact que peuvent avoir des relations. Absolument, sur toutes toi. tes actions. Et pas que sur toi, sur tes enfants aussi. Alors, c'est justement dans ce sens-là que j'allais te dire quelque chose que j'ai compris aussi. Je suis l'ancêtre de demain. D'accord? Ça veut dire que je ne serai plus là. Mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants parleront de moi. Ils parleront de moi en quel sens? Et même si, en fait, ils ne m'ont pas connu, toutes mes actions ont un impact sur ma lignée. Les ascendants, les descendants. Donc, à un moment donné, comment je me positionne vis-à-vis de ce qui va arriver plus tard sur ma lignée. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand tu prends conscience de tout ça, je ne peux pas faire n'importe quoi avec n'importe qui et n'importe comment. Donc, j'attends. En sachant que je suis prête aussi à ne rien recevoir. Oui. Tu es prête à faire, entre guillemets, pas un vœu, mais à accepter d'être... Qui n'arrive pas. D'être juste là parce que je dois réaliser une mission. Sans pour autant avoir des relations pour te faire plaisir, même si c'est pas une relation. Exactement. Ça veut dire vraiment une abstinence totale. Oui. Parce que toi, tu as la danse qui est cette énergie créatrice, qui est la même énergie, dit-on, que la sexualité, quand on la voit d'un point de vue sacré. Tu as cette danse qui te nourrit, tu as cette créativité, la danse et la création, de façon générale, qui te nourrit. Du coup, tu n'as pas ce manque. Et à aucun moment, comme tu sais qui tu es et que tu te respectes, tu ne t'es jamais dit que c'est parce que tu avais 4 enfants, par exemple, que tu ne pouvais pas rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'est pas un frein, finalement, non, à la rencontre d'hommes? Oui, parce que finalement, ça a été déconstruit quand j'ai rencontré le... Ben oui, puisque tu avais déjà un enfant. Voilà, j'avais déjà un enfant. Donc là, déjà, je pensais que ma vie était terminée. Je rencontre cet homme, je fais 3 enfants. Et là, je me suis dit, mais oui, donc ça veut dire que c'est possible, en fait, de refaire sa vie. Mais
Dans quelles conditions? Quand tu as vécu 2 abandons, finalement 3, puisque ma dernière relation, c'était 2020, et c'est là vraiment que ça a été le révélateur, je me suis dit, mais je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, précisément, donc, cette dernière relation, donc, tu as tes 4 enfants, Oui. et cette personne ne voyait aucun souci à ce que tu sois mère de 4 enfants. Non. D'accord. Non. Et ça, ce sont des choses qu'on imagine, justement. Tu sais, en parlant avec des femmes célibataires aussi, maman, on s'imagine que parce qu'on a des enfants, on ne peut pas, c'est un frein, on ne peut pas refaire sa vie, etc. Non, c'est complètement faux. Si la personne accepte cette femme avec tout ce qu'il y a, le passé, en fait, ça peut très bien fonctionner. J'ai des exemples autour de moi. Maintenant, chacun est différent. Alors, quelqu'un a dit, de 0 à 20 ans, nos parents nous éduquent. Et on passe les 20 années suivantes à se rééduquer. Puis à 40 ans, on donne naissance à un nouvel adulte. Cette personne, cette philosophe, c'est Muriel Bédot. Alors Muriel, à quel adulte as-tu donné naissance? J'allais dire le premier mot là, c'est accompli, sereine, engagée, persévérante. Parce qu'on me le dit souvent, je suis persévérante, patiente, parce qu'il faut du temps pour faire les choses. Et puis, très apaisée. Ouais. Apaisée. Ouais, oui. Ça transpire la paix. Une Je sais pas si quarantaine. tu le sens aussi, mais Oui. là, entre nous, toutes les trois, c'est très, très apaisé ce Chaleureux moment. et c'est synonyme de quarantaine apaisée. Mhm. Mhm. Eh bien voilà, on arrive au terme déjà de cette émission. Merci Muriel pour ton témoignage. J'espère qu'il aidera les femmes, mais aussi les pères célibataires qui passent la quarantaine, ou peut-être un petit peu moins, à pacifier leur relation avec le temps, à finalement repenser le rapport avec les objectifs et pouvoir se libérer de la pression sociale et puis accepter et assumer le fait d'être hors cadre. Oui, parce que le hors cadre, ça te va bien. Oui. Le mot de la fin, Muriel? Ben, je vous remercie. Merci de m'avoir permis de parler parce que c'est un sujet important, c'est un sujet impactant, c'est d'actualité parce qu'il y a de plus en plus de mères célibataires, malheureusement, et qui ont, je pense, besoin de trouver des espaces, en tout cas, d'écoute et de dialogue pour savoir, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les 40 prochaines années? Tout à fait. Voilà. Merci Muriel, merci à vous. beaucoup. Vous restez connectés pour la prochaine émission. Oui, On est sur la vie 4.0. et on est sur Fusion TV. Merci à vous. Merci. À bientôt.